échange. On se tourne maintenant vers vous, cher Pierre Manant. Vous êtes le philosophe que chacun connaît, ancien élève de Raymond Aron, longtemps directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, penseur, si je puis dire, du libéralisme, des libertés et de la cité et de la vie commune. Et sur la question de l'islam, vous avez commis, si je puis dire, un essai remarqué il y a quelques années maintenant, en 2015, qui s'intitule « Situation de la France », et dans lequel vous vous interrogiez sur la manière de concilier et réconcilier ce que vous avez appelé les formes de vie. Et on aimerait vous entendre sur ce thème-là. Comment concilie-t-on des formes de vie qui aujourd'hui semblent si éloignées, voire si heurtées les unes aux autres, dans la France de 2019 ? Merci beaucoup, merci de votre invitation. Je suis heureux de vous retrouver. Les questions liées à la place de l'islam en France ne sont pas seulement difficiles à résoudre, elles sont d'abord difficiles à poser. L'islam est le révélateur par excellence de notre incapacité à nous accorder sur les principes de la vie commune. Si nous ne savons quoi faire avec l'islam, cela tient certes au caractère propre de cet ensemble humain, mais c'est aussi que nous ne savons pas quoi faire en général dès que l'action commune est concernée. Les mêmes problèmes s'enquistent et s'aggravent, les mêmes débats se répètent et se traînent depuis des décennies dans un marasme démoralisant, qu'il s'agisse de l'Europe, de l'éducation ou donc de la place de l'islam. La perplexité qui nous paralyse tient à ceci que nous abordons ces questions avec un esprit et un cœur divisés. Instinctivement, spontanément, nous désirons continuer la trajectoire de la vieille nation appelée France et donc faire vivre et consolider la forme de vie que nous pouvons dire nôtre. Cependant, l'opinion qui oriente de plus en plus impérieusement nos paroles et nos actions nous presse d'aller dans une direction toute différente, de rejeter l'idée même d'une vie commune qui nous serait propre, de faire en sorte que notre pays s'ouvre impartialement à toutes les formes de vie et que la seule éducation commune soit une éducation à la diversité. Or, l'islam vient à nous comme une forme de vie, individuelle et collective, puissamment caractérisée, comme M. Mardy-Rossian nous l'a expliqué de façon si percutante et si pertinente, une forme de vie individuelle et collective puissamment caractérisée, qui certes a sa diversité intérieure, mais qui, embrassant en principe tous les aspects de la vie et l'ensemble du corps social, ignore largement ces séparations qui nous sont si chères entre le public et le privé, le religieux et le politique. Tandis que nous nous faisons une obligation de relativiser et d'accompagner d'ironie nos identités, toujours au pluriel, l'islam se signale à nous par une compacte adhésion à soi qui exclut l'ironie et rejette toute critique. Alors, avons-nous décidé, nous serons ironistes ou relativistes pour deux. Et en faisant entrer hardiment l'islam dans le dispositif libéral et laïque, nous inciterons doucement mais irrésistiblement les musulmans à prendre, à l'égard de leur manière de vivre et de croire, la distance que nous nous flattons d'avoir prise avec les nôtres depuis longtemps. En même temps que nous faisons sonner bien haut l'égalité et la ressemblance humaine, nous regardons l'islam de haut. Non pas certes comme une religion fausse ou une civilisation moins accomplie, mais comme une forme de vie commune dont l'absolutisme naïf sera bientôt décisivement modéré ou assoupli sous les effets émancipateurs de notre liberté et de notre laïcité. Tel est le postulat qui guide toutes nos démarches à l'égard de l'islam. Ainsi, nous supposons que le dispositif libéral et laïque est d'une application à la fois universelle et irrésistible. Ce que nous pensons devoir et pouvoir faire détermine ce que nous croyons voir ou pouvons voir. Et donc, désirant un islam disponible pour notre laïcité, nous nous refusons à regarder sérieusement l'islam, à mesurer l'ampleur et la profondeur, la vitalité et la persévérance de ce grand fait religieux, social et politique. L'analysant sous les critères de l'archaïsme et de la modernité, critères
qui font du présent européen le critère unique du vrai, du beau, du bien, nous privons d'emblée le grand fait musulman de sa force spécifique. Nous préférons postuler que le dispositif de la laïcité, séparant le politique du religieux, garantira que la présence des musulmans parmi nous ne changera rien, en tout cas rien de substantiel, à la vie commune. Bref, les musulmans sont nos concitoyens et nos égaux, bien sûr, mais ils n'existent pas vraiment. Pas vraiment comme êtres sociaux et facteurs politiques. Or, une observation assez élémentaire, qui ne demande ni télescope ni microscope, laisse voir depuis au moins une quarantaine d'années que l'islam, dans la diversité de ses versions et expressions, est animé de mouvements puissants qui transforment le monde musulman et exercent une pression assez vive sur certaines parties du monde non musulman. Que l'on regarde la révolution iranienne, les ambitions turques, les capacités d'influence des pays du Golfe, les flux migratoires vers l'Europe, tout indique que l'islam est dans une période d'expansion. On me reprochera bien sûr, comme une naïveté impardonnable, de faire la somme de ces phénomènes divers et de les rassembler sous le chapitre de l'islam. Le regard politique est en effet naïf, car il croit ce qu'il voit. Et ce qu'il voit en l'occurrence, c'est d'abord la force et la direction des associations humaines. Il est impossible de ne pas voir que le monde musulman exerce une pression de plus en plus forte sur une Europe qui, de son côté, est d'autant plus faible qu'elle met un point d'honneur à se définir par une ouverture indéfinie. Le caractère spécifique de la question musulmane pour notre pays, y compris bien sûr pour nos concitoyens musulmans, tient d'abord à l'étroite imbrication et dépendance réciproque de l'intérieur et de l'extérieur. Les difficultés de ce qu'on appelle joliment le vivre ensemble seraient évidemment bien plus légères et susciteraient moins de passion et d'anxiété si les musulmans de France ne faisaient pas partie en même temps, par leur fidélité et liens divers, de ce grand ensemble musulman dont le nombre, la jeunesse et l'insatisfaction font un facteur majeur du monde actuel. Installés en Europe ou s'y installant, les musulmans ne sont pas seulement des êtres humains en général, des semblables en général, mais des êtres humains réels et concrets qui ont reçu une certaine éducation et qui veulent, avec plus ou moins de conviction, préserver leur forme de vie dans la société qui les reçoit. Le président turc, personne ne l'ignore, a coutume de presser les citoyens d'origine turque en Europe de ne pas s'assimiler à la vie européenne. Les effets de cette pression et de cette dépendance extérieure se mesurent entre autres à la difficulté que les musulmans de France se trouvent à s'organiser, divisés qu'ils sont par leur loyauté d'origine ou de référence. Ces effets se mesurent aussi à l'extension continue des parties de notre pays où les mœurs musulmanes sont installées très visiblement sur la totalité, pour ainsi dire, de l'espace public, puisque, dans ces parties de notre pays, les femmes sont visiblement exclues de cet espace public. Quelles conséquences pratiques peut-on tirer de ces observations très élémentaires ? La première et principale sera de ne pas charger la laïcité d'une mission impossible. Je ne partage pas la confiance qu'un secteur très actif de l'opinion met dans une application stricte ou un renforcement de la laïcité. Cette confiance repose, à mon avis, sur une double erreur. D'une part, suivant en cela la tendance de la gouvernance contemporaine, on suppose que la mise en ordre de la vie commune consiste à imposer la droite règle, c'est-à-dire un principe général applicable à toute matière sociale, qu'il s'agisse de la concurrence libre et non faussée ou donc de la laïcité. D'autre part, et en conséquence, c'est la seconde erreur, l'on ajoute comme un argument qui doit clore le débat que la laïcité doit et peut accomplir avec l'islam ce qui a été fait par la loi de 1905 avec l'Église catholique. C'est un argument dont la popularité étonne, tant il méconnaît la différence non seulement des religions en cause, dont je ne dirai rien ici,
mais d'abord des contextes sociaux et politiques que je vais rappeler très brièvement. Dans le contexte originel de la laïcité française, il s'agissait effectivement de séparer le plus rigoureusement possible les deux puissances, politiques et religieuses, qui s'étaient trouvées mêlées de mille façons au cours des siècles, et donc ensuite d'abaisser ou circonscrire une influence religieuse qui appartenait au cœur le plus intime de la vie française. Aujourd'hui, l'urgence est au contraire, d'associer à la vie française un groupe humain qui lui est resté extérieur et étranger au cours des siècles, et dont les relations avec notre pays ont été souvent marquées par une inimitié réciproque dont certes les traces sont loin d'être effacées. Jadis, il s'agissait de réformer par une séparation inédite l'organisation d'une vie commune qui était particulièrement étroite. Aujourd'hui, il s'agirait de produire une vie commune en surmontant une séparation très ancienne et qui reste particulièrement marquée, si du moins l'on veut bien regarder les choses avec un peu de sincérité. Je le notais au début de mon intervention, nous sommes partis de l'hypothèse ou du postulat que pour accueillir le mieux possible nos nouveaux concitoyens musulmans, ou autres d'ailleurs, il importait par-dessus tout d'alléger au maximum l'épaisseur de la chose commune, d'éviter tout ce qui impliquait un attachement particulier à ce qui est nôtre, d'abjurer toute préférence pour notre forme de vie. Dans le nouveau concitoyen, nous n'avons voulu voir que l'homme en général, que le semblable en général, et donc nous avons tenu à montrer une indifférence bienveillante pour la forme de vie qui était la sienne et à laquelle, comme tout homme, il avait bien sûr droit. Le résultat était inévitable. À mesure que nous évidions notre substance commune, elle se remplissait de la forme de vie à laquelle les nouveaux citoyens étaient fort naturellement attachés. Au nom de la laïcité, interprétée en effet fort rigoureusement en ce cas, les juridictions déplacent ou interdisent les croix, crèches et autres signes ou expressions de la religion chrétienne dans notre pays. Cependant, que je viens de le rappeler, des pans entiers de la vie nationale prennent la forme musulmane de la manière la plus visible et parfois la plus ostensible. Bref, loin de nous en rapprocher, nous nous éloignons chaque jour davantage de cette vie commune partagée dans l'égalité que nous sommes supposés viser. Il est vrai que beaucoup de nos concitoyens musulmans participent sans réticence particulière à la vie nationale, à laquelle ils apportent une contribution qui ne le cède en rien à celle des non-musulmans. Ce fait, qu'il ne faut jamais oublier, et qu'il est même bon de répéter, ne change malheureusement rien à cet autre fait, qu'une partie importante des musulmans de France est installée dans la séparation et qu'elle ne veut pas sérieusement en sortir. Si elle voulait en sortir, elle ne verrait pas dans la moindre critique, non, dans la moindre demande, un signe d'islamophobie. C'est une chose triste à dire, mais nous ne ferons aucun progrès en direction de l'amitié civique tant que l'opinion musulmane, je veux dire celle qui s'exprime au nom des musulmans, mettra son énergie à dénoncer ce qu'elle appelle l'islamophobie, au lieu de combattre efficacement des dérives ou des pathologies de l'islam qui devraient la révulser. Même les attentats les plus meurtriers et les plus cruels ne l'ont pas incité à secouer sa passivité ou son inertie. Nous sommes enlisés dans une situation qui offre peu de latitude d'action et qui d'ailleurs tend à s'aggraver. L'option laïque, appelons-la ainsi, repose sur une interprétation erronée de notre histoire, une analyse inadéquate de la situation présente et une surestimation patente des pouvoirs de l'interdiction légale dans un régime voué à l'extension des autorisations et libertés
y compris les plus aberrantes. Il faut prendre acte du fait qu'une partie importante de nos concitoyens suit, à des degrés divers, la forme de vie musulmane, et que la loi a peu de pouvoir direct sur cette réalité. Je le disais en 2015, je le répète aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que l'on peut laisser cette part musulmane s'accroître indéfiniment. Ce n'est pas possible. Ce serait d'abord, bien sûr, encourager très malencontreusement ceux qui déjà nous considèrent comme des lâches qui ne savent que battre en retraite. Ce serait ensuite le pire signal à envoyer aux musulmans de France, qui ne nourrissent pas d'hostilité à l'égard de la vie européenne, ou qui même trouvent dans notre pays leur épanouissement, et qui sont, je n'en doute pas, fort nombreux. Eh bien, ce serait le pire signal à leur adresser que de laisser s'étendre ces territoires où la forme de vie musulmane règne seule. Ce serait leur dire que le pays où ils ont malgré tout choisi de vivre est désormais sans force pour se donner une forme, et que l'avenir qui les attend risque fort de les ramener à la vie qu'ils ont quittée, si dans la société liquide que l'État des droits administre, la seule forme de vie commune qui subsiste est la forme musulmane. Si, pour préserver les chances d'une vie apaisée et amicale, l'on veut prévenir l'extension de la part de l'islam, il est bien sûr indispensable de limiter strictement l'immigration correspondante. Les citoyens musulmans et les autres ne peuvent vivre dans la confiance réciproque que si les uns et les autres, sont assurés que notre pays, tout en faisant une place juste et honorable à ses citoyens musulmans, ne deviendra pas un pays musulman. Les décisions à prendre sont d'autant plus urgentes que la question migratoire a été le point d'application le plus lourd de conséquences de la philosophie sociale que j'évoquais en commençant, selon laquelle la justice politique consiste à ouvrir impartialement ou indifféremment et sans limite l'espace public à toutes les formes de vie. Ce sont les décisions politiques, plus que les règles générales, qui donnent forme à la vie commune. Les décisions politiques que j'évoque, très importantes en elles-mêmes, le seraient encore plus du fait qu'elles seraient les premières décisions prises depuis bien longtemps en vue et par souci de la vie commune. En fixant la part de l'islam, je dirais, à la mesure qu'elle a aujourd'hui atteinte, nous remplissons deux objectifs qui sont également importants et urgents. Vers l'extérieur, nous mettons un point d'arrêt à cette pression qui, venant des États ou du mouvement des populations, livre l'Europe à des décisions qui ne sont pas les siennes. Et vers l'intérieur, nous reprenons conscience du fait que les constituants de la République ne sont pas seulement des individus titulaires de droits égaux, ce qu'ils sont bien sûr, mais aussi des collectifs ou des associations temporelles et spirituelles, des mœurs et des manières de vivre dont il faut préserver l'équilibre. Ainsi seulement, c'est du moins ce que je pense, ainsi seulement pourrons-nous donner forme à une vie commune dans laquelle, en effet, tous, y compris bien sûr nos concitoyens musulmans, nous pourrons nous reconnaître. Je vous remercie.